amis de la lecture, d'épouvante, de fantastique, la lecture de genre, amis du cinéma, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 5 janvier, donc en 2024. Il est encore temps largement même de présenter ses vœux. Alors je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, de passer une excellente année 2024, même si on sent venir quelques petits problèmes à l'horizon, mais on verra. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de vivre l'année la meilleure possible. Pour ma part, alors, habituellement, nous avons, je pense, enfin, en regardant un peu à droite, à gauche, tout ça, beaucoup d'entre nous, booktubers, on présente en tout début d'année donc un petit bilan de l'année écoulée, 2023. Alors je ne vais pas moi m'attarder là-dessus parce que je n'ai pas vraiment de bilan à faire. Il y a un tas de choses que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu aussi être plus carré, par exemple sur le nombre de lectures que j'ai faites en cours d'année. Je ne sais pas combien de romans j'ai lus, j'estime entre peut-être 50, 60, j'en sais rien en fait. Mais en 2024, je serai plus attentif, je noterai dans un carnet les lectures que je fais, je les numéroterai, comme ça je pourrais vous dire en fin d'année combien de livres j'ai lus. Bon, c'est à peu près tout, puisque je ne m'étais pas non plus fixé d'objectifs précis pour 2023, si ce n'est que j'avais en cours de réflexion un certain nombre de projets dont je vais vous parler maintenant. Alors, venons-en à 2024. Pour 2024, voilà comment je vois ma chaîne et comment j'envisage en fait de développer cette chaîne. Là, je crois que maintenant, elle a été créée il y a 1 an et demi. J'ai pris quelques habitudes, quelques repères. Je me sens un peu plus à l'aise, par exemple devant la caméra, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Je suis plutôt quelqu'un qui aime être derrière la caméra plutôt que devant. Et maintenant ça va un peu mieux, même si je sais que j'ai encore pas mal de choses à améliorer. Donc, et ça, je poursuivrai au cours de l'année 2024. D'ailleurs, l'une des premières choses que j'ai constatées sur mon bilan, en 1 an et demi, je n'ai qu'une trentaine de vidéos. Donc, je n'ai pas un rythme avec une régularité extraordinaire. Et le premier engagement que je vais m'efforcer de tenir pour 2024, c'est de vous présenter chaque semaine. Alors j'essaierai de me fixer une journée, mais au moins une par semaine, une vidéo par semaine. Donc alors là il y a plusieurs choses à dire parce que j'ai plusieurs projets en cours. Donc évidemment je vais poursuivre ce que j'ai appelé les updates FM, c'est-à-dire les mises à jour régulières de mes lectures, en particulier autour des romans d'horreur, d'épouvante, de fantastique. Bon, ça, je le conserverai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu la fusion entre un update FM et puis une vidéo de bilan et d'engagement pour cette année à venir. Donc ça, je le maintiens. J'en ferai peut-être pas une par semaine, mais il y aura une vidéo par semaine. Alors pourquoi? Donc parce que bien j'ai la formule du vlog, je compte la développer. Et en particulier, j'en avais déjà parlé, je l'ai testé un peu en 2023. Alors c'est un choix, mais bon, il y a un certain nombre de lectures qui ne relèvent pas
du genre spécifique de l'épouvante ou du fantastique ou de l'horreur, et que je fais, mais dont je n'ai pas parlé. J'ai commencé à en parler un peu avec les vlogs, et ça aussi c'est une formule que je vais développer, donc pour vous parler de bien de un peu tout ce que je lis. Et donc c'est pas forcément des romans horrifiques. Et je vous l'avais dit déjà, je pense, et je vais mettre ça de manière plus systématique. Donc il y aura au moins toutes les semaines soit un vlog, soit un update FM. Dans ce vlog, donc, je parlerai bien, de mes lectures, et je présenterai des livres qui n'appartiennent pas au genre spécifique de l'épouvante, mais qui m'ont intéressé et que j'ai envie de partager avec vous. Et là-dessus, donc, j'ai pas mal de lectures. En fait, en réalité, hein, une lecture sur deux à peu près, donc n'appartient pas au genre, elle relève d'autres choses. Alors il y a un troisième, donc je vais mettre en œuvre et développer ce vlog, en plus le vlog que j'ai appelé Latanor, hein, le fourneau où bouillonnent un peu toutes les idées. Et bien, donc le vlog, j'intégrerai également d'autres aspects de mes activités, par exemple les, les salons, les reportages sur les salons, ou j'espère aussi développer un peu plus des rencontres avec des lecteurs, des lectrices, ou avec des auteurs. Mais bon, là je n'ai pas encore de programme défini. Euh, Tout cela, donc, je l'intégrerai dans les vlogs. Donc, il y aura les updates FM, les vlogs, mais il y a un troisième aspect, donc là aussi que j'intégrerai probablement au vlog, et qui amènera aussi le fait de parler d'un certain nombre de lectures. Alors, j'en ai un petit peu parlé en 2023, et ça va devenir peut-être pas mon activité principale, mais une activité importante en 2024. Alors en 2023, je vous avais dit que j'avais un projet de roman. Pour tout reprendre, en fait, fin 2022, donc j'ai suivi une formation pour devenir écrivain qui était organisée donc en ligne alors ça s'appelait l'ICAR, devenir écrivain, donc par l'organisation l'ICAR, et c'était franchement intéressant, mais je ne vais pas parler de ça. En tout cas, moi, j'avais repris un vieux projet de roman que j'ai depuis longtemps, mais dont je vous parlerai plus en détail plus tard. Donc, j'avais repris un vieux, oui, un vieux, hein, il remontait à 2003. Donc, quand j'ai fait le stage, ça faisait 20 ans, quoi. Donc, j'ai repris cette idée et pour en faire un roman. Et c'était une idée que je voulais développer d'abord en film, et finalement bien, ça n'a pas pu se faire en film pour des raisons de production. Et donc je ne voulais pas abandonner cette idée, et j'ai décidé d'en écrire un roman. Alors son titre provisoire actuellement c'est Appelez-moi K. Euh, je vous en reparlerai. Et à ce jour, donc pendant l'année 2023, j'en ai un tout petit peu parlé occasionnellement. J'ai quand même écrit, j'ai avancé, hein, j'ai écrit une douzaine de chapitres. Bon, mon histoire est structurée, et je souhaite là aussi j'espère que ça vous intéressera, mais vous partager un peu toutes les étapes de la création d'un roman. Et donc évidemment cette année 2024, je compte et je m'engage à terminer l'écriture de Appelez-moi K, et même d'aller jusqu'à la présentation à des éditeurs, etc., dans cette année 2024, et vous faire vivre en fait à travers ce vlog eh bien, cette aventure, car pour moi c'est une aventure évidemment. Et puis je n'en connais pas les aboutissements, peut-être que je trouverai quand même un éditeur. Enfin, j'ai choisi donc de mener cette écriture, de vous en parler à travers les vlogs. Et pour ce roman,
j'ai besoin de... Je dois lire aussi également beaucoup, et je vous parlerai également des lectures qui concernent la préparation et l'écriture de ce roman, parce que c'est un roman qui demande, et comme beaucoup de romans, hein, qui demande beaucoup de sources d'informations diverses et variées. Et l'une de ces sources d'informations majeures est la lecture. Alors bien sûr, je fais également des recherches ailleurs, mais je lis pas mal de choses, plus ou moins pointues d'ailleurs, puisqu'il y a quand même certains aspects techniques dont je ne suis pas spécialiste, mais qu'il faut que, non pas que je maîtrise, mais que je connaisse assez bien pour pouvoir rédiger mon histoire de façon cohérente. Bon, mais tout ça, je vous en reparlerai. Alors, bon, avant de passer donc à l'update par lui-même, donc je résume pour cette année 2024. Donc j'ai pris 3 résolutions. La première, c'est de produire du contenu régulièrement, toutes les semaines. La deuxième, c'est de développer des liens avec, l'audience, quelle qu'elle soit, et donc d'essayer d'avoir plus de... Alors, comme je ne fais pas de challenge, tout ça, donc il va falloir que je trouve d'autres moyens. Donc je pense que des lectures communes, hein, c'est quelque chose que j'aime faire beaucoup. Et donc je pense que bien en 2024, j'essaierai aussi d'en faire un certain nombre, et également de partager donc à 2 ou 3 donc des impressions sur des romans ou des présentations de romans, comme je l'ai fait une fois ou deux en 2023. Et le troisième point, donc ça sera de vous partager en fait l'aventure de l'écriture de ce roman que j'ai appelé Appelez-moi K. Voilà, bon, maintenant, bon, je ne vais pas aller plus loin, et je vous invite donc pour la suite ça sera le premier de l'année 2024, donc à suivre l'update FM au fur et à mesure que j'ai fait là au cours de fin décembre, début janvier. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas euh, de vous, de vous abonner, et surtout, bon, ça c'est vraiment essentiel pour moi, hein, je ne parle pas du référencement sur YouTube, je ne suis même pas concerné, je crois que je ne suis même pas nano, mais au niveau de l'audience, eh bien, cette année, il y a eu, de mon point de vue, une grande progression, puisqu'on est passé à peu près de 40 à, eh bien, je crois qu'aujourd'hui on doit être pas loin de 75-80, je ne sais plus exactement. Donc en gros, cette année j'ai doublé, l'audience a doublé. Ce qui est très bien pour moi, je suis très content. Alors c'est vrai que je ne suis pas concerné ni par la monétisation, ni par rien du tout. Donc ce qui est bien en même temps, puisque je fais en gros ce qu'il me plaît de faire. Et je suis très à l'écoute des retours. En fait, s'il y a, bon, ça s'est pas encore tellement produit, mais s'il y a par exemple des demandes, des choses comme ça, je suis prêt à le faire, d'autant plus que je n'ai pas non plus, je n'ai pas encore eu aucune, comment on appelle ça là, quand on vous envoie un livre et que vous lisez, voilà, je n'ai pas encore ça non plus. Et puis le peu de fois où on me l'a proposé, j'ai préféré dire que je viendrai directement rencontrer l'auteur pour lui prendre un livre dédicacé. Voilà, mais là aussi cette année, ça peut peut-être changer. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, donc eh bien, je vous souhaite encore une fois, vous avez tous mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, etc. Et j'espère que l'année se passera bien. Alors là, je parle pour vous, mais je parle en général. J'espère que ça ira, parce que
Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop influencé par les prédictions, par exemple, qui, bon, toujours à prendre avec des pincettes, mais cette année, toutes les prédictions vont un peu dans le même sens, quoi. On s'attend à une année avec de grands bouleversements. Allez, on passe à la présentation de l'update générique. Je vais vous parler d'un écrivain qui est Oliver Crock. Alors j'ai rencontré Oliver Crock au Frisson Festival d'octobre dernier et bon, nous avons un peu discuté et je lui ai pris 2 livres. Le premier livre, donc il est assez connu, hein, c'est son recueil de nouvelles Entomophobia. Donc des nouvelles centrées sur l'entomophobie, la peur des insectes. Mais je ne vais pas en parler, il y a déjà eu pas mal de commentaires sur ce bouquin, alors eh bien je ne l'ai pas encore lu en plus, donc je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai lu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre roman. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose de plus léger, de plus drôle, j'avais pas envie d'être plongé dans quelque chose de trop dur. Donc il m'a conseillé ce roman, ce court roman, hein, c'est un roman de 225 pages et qui s'intitule alors Duy, je ne sais pas exactement si on prononce le S ou Duis, Duy comme dans Huicolo par exemple, hein, ou Duis comme dans Huissier. Alors je pense que si vous êtes plus au nord, vous direz plutôt Duy, si vous êtes plus au sud, vous prononcerez le S final, Duis. Bon, pour ma part, étant au nord, je vais dire Duy. Duy. Donc, alors, le sous-titre est clair, hein, le destin d'un vampire. Le destin d'un vampire, effectivement, le roman raconte comment dire, le destin d'un vampire après sa mort. Alors, je vais vous expliquer. Lui donc a été vampirisé, il est vampire depuis 1880. Il avait 24 ans à l'époque et il a toujours 24 ans puisqu'il est devenu vampire. Mais depuis le temps qu'il est vampire, depuis 1880, en fait, son statut de vampire ne lui convient plus. Il en a marre, il veut passer à autre chose. Et il va décider de se suicider. Donc un vampire qui se suicide, c'est pas commun et c'est pas évident. Alors en effet, il se demande comment faire pour être tout de suite intégralement désintégré et ne pas revenir en vampire. Donc il va choisir de se jeter dans du métal en fusion, dans une aciérie. Et il pense qu'avec la chaleur du métal en fusion, eh bien, toutes ces molécules vont se désintégrer immédiatement et que du coup, il ne pourra pas revenir incarné sous forme de vampire et qu'il ira directement au paradis. Mais, et ça c'est tout à fait le début, hein, mais évidemment les choses ne vont pas se passer comme ça. En effet, il se jette d'un haut fourneau dans le métal en fusion, mais le paradis refuse de lui ouvrir ses portes. Il est renvoyé sous la forme d'un esprit sur Terre et il va avoir pour mission, en fait on lui dit voilà, il faut qu'il se rachète. Et dans un premier temps, on lui confie, il va devenir alors ange gardien, plutôt guide, on va lui attribuer des gens et il pourra leur chuchoter à l'oreille des conduites à adopter en fonction des situations. Alors il va faire ça dans un premier temps, mais ça ne va pas durer.
En effet, eh bien, les esprits, le monde des esprits va lui confier une autre mission, beaucoup plus dangereuse celle-là, mais c'est une mission dont je ne vous parlerai pas parce que là on entre vraiment dans le vif du sujet, donc je me contenterai juste du début. Alors, ce que j'ai à dire sur ce roman, donc il est court, il est très agréable à lire, il adopte un ton léger avec justement toutes ces figures horrifiques comme le vampire par exemple, mais on va avoir un certain nombre d'autres créatures, enfin créatures c'est pas le bon terme, mais d'entités même célestes qui vont intervenir pendant le roman. Alors, comment dire, Oliver Rock donc prend finalement un malin plaisir et il établit une certaine complicité avec son lecteur en traitant tout cela avec une certaine distance et un certain humour. Moi, je ne vais pas trop, comme le roman est court, je ne vais pas trop en dire dessus, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ce roman qui se lit très facilement, qui est très agréable à lire, qui est drôle et qui, comme on dit, ne prend pas la tête. Alors, bon, on a là quelque chose qui en quelque sorte détend. Alors c'est un roman fantastique, on pourrait dire, plus qu'horrifique, et donc la figure du vampire, le personnage de Dewey, est, est vraiment assez donc à la fois sympathique, mais en même temps donc toujours dépassé par ce qui lui arrive, et peu à peu donc il doit essayer de raccommoder et de comprendre tout ça, de savoir qui est qui et faire ce qu'il y a à faire avec les gens ou les esprits qui peuvent lui causer du tort ou l'empêcher parce que son objectif final reste toujours le même, celui de mourir, de disparaître vraiment pour aller au paradis. Et va-t-il y arriver? Eh bien, ça, c'est tout l'enjeu du roman. Ce que je peux dire, c'est que à la fin du roman, on a un petit twist final qui invite beaucoup à la réflexion. Voilà. Je n'ose pas vous en dire beaucoup plus. N'hésitez pas à lire ce roman, il se lit très bien et c'est très agréable à lire. Alors je tiens dans les mains deux romans de l'auteur Chrysanthème. Évidemment c'est un pseudonyme, sous ce pseudonyme se cache Marc Falvaux, qui est aussi éditeur. Donc ce sont les éditions Faute de Frappe. Et alors, pour en revenir à ces deux romans, donc je vais en chroniquer un seul, celui-ci là, Cavalier de l'orage. L'autre, Abîme, a déjà fait l'objet d'une chronique que je vous mettrai, si ça vous intéresse, je mettrai un lien à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse de la voir, hein, vous pourrez aller y jeter un œil. Mais pour le moment, je vais la poser. Et je vais vous parler de Cavalier de l'orage. Alors, pourquoi est-ce qu'en fait, oui, il faudrait que je vous précise quand même, il y a une raison, pourquoi j'ai présenté ces deux-là, parce que j'ai pu discuter avec Marc Falvaux, donc à l'occasion, là encore, du Frisson Festival, j'ai pu discuter un petit peu avec lui à propos de ses romans. Et en fait, il m'a expliqué que, eh bien, que Abîme et Cavalier de l'orage étaient deux romans, l'un était le contrepoint de l'autre. Alors, dans Abîme, je ne vais pas réexpliquer, donc on était du point de vue de la victime, et dans Cavalier de l'orage, on va être au contraire, cette fois, du point de vue des tueurs. Je dis des tueurs parce qu'il y en a plusieurs. Cavalier de l'orage au pluriel. Et donc c'est un roman
il est assez court lui aussi, hein, mais peut-être 174 pages, donc pas beaucoup plus long que Abîme, et il va nous raconter, donc on va se placer dès le début, dès l'entrée et pendant tout le roman, donc on va être du point de vue des tueurs. Il y en aura plusieurs. Alors je ne vais pas non plus là trop entrer dans les détails pour raconter l'histoire, mais l'idée est la suivante. Donc on va faire connaissance, on va entrer dans le roman par le biais de l'un de ces personnages-là, de ces tueurs. Donc ça débute, alors c'est une auberge, une petite auberge qui est perdue, qui est isolée, autour il y a des marais, etc. Et donc il y a dans cette auberge le propriétaire de l'auberge, il s'appelle Malone, et Malone donc réserve à certains de ses clients un traitement particulièrement sévère, puisqu'il va les mettre à mort, et pas n'importe comment, puisque il aime bien, comment vous dire, il était douanier, il n'est plus douanier, mais pour commettre ses crimes, il revêt sa tenue de douanier, parce qu'il agit toujours en fonction, pour lui tuer, c'est punir en fait les gens qui ont fauté. Donc c'est un redresseur de tort, c'est un tueur redresseur de tort. Alors, il y a un avertissement pour public averti, hein, donc qui est là. Effectivement, c'est un roman qui peut être très très violent. Les tueurs, puisqu'on est toujours du côté des tueurs, donc on imagine qu'on est dans leur tête, qu'on voit les choses par leurs yeux, et c'est non seulement sanglant, mais ça peut recouvrir un certain nombre d'autres, je dirais, des comportements qui sont jugés tabous. Par exemple, dans le roman, il y a aussi de la nécrophilie, par exemple. Donc c'est vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Il y a des scènes très violentes, et dans la tête d'un tueur, évidemment, on ne pense pas à faire les choses, on pense pas à faire les choses bien. Donc ils prennent un malin plaisir, et en particulier Malone, on peut dire que c'est à la fois un tueur rédempteur, mais aussi un tueur sadique qui prend un malin plaisir à punir ses victimes. Je ne vous en dis pas plus, donc ça commence par ça. Alors, on est dans cette auberge, Malone a bien préparé son auberge, il y a des endroits secrets où il peut mettre ses victimes et les torturer, enfin bref. Tout est bien au point. Et ça c'est le début. Et ensuite on va passer à un groupe, cette fois un groupe de personnages qui eux sont aussi des tueurs, puisqu'on ne fait que suivre des tueurs. Mais c'est pas du tout le même profil. D'abord ils sont 3, et eux tuent pour le plaisir. Il n'y a pas d'idée de on va punir, on va redresser les torts, on va remettre les choses en ordre. Là c'est simplement tuer parce que on aime ça. Donc ces 3 personnages, beaucoup plus jeunes, Malone c'est quelqu'un qui a déjà la cinquantaine, et les 3 personnages, eux, il y a une adolescente, et il y a 2 très jeunes adultes qui sont aussi à la recherche de leurs parents. Bon, voilà le contexte. Donc on traverse toute cette histoire, et bien sûr très vite on se dit, bon alors ces tueurs n'ont rien à voir entre eux. Malone et les 3 autres, je crois qu'ils s'appellent, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, le garçon s'appelle Vincent, il y a deux filles, il y en a une qui, alors j'ai oublié les noms, je suis désolé, hein, je les ai pas notés en plus, donc il y a 2 filles, il y en a une qui s'appelle Clara, c'est l'adolescente, et l'autre Agnès, donc c'est la jeune adulte, qui est en fait Vincent et Agnès sont frères et sœurs jumeaux.
Donc ce sont des jumeaux. Voilà. Donc on suit ces tueurs. Et évidemment, très vite, on se dit, bon, quand on voit qu'ils ne se connaissent pas du tout, très vite, on émet cette hypothèse, mais se rencontreront-ils? Et que se passera-t-il quand ils se rencontreront? Alors, en fait, c'est un peu la trame, l'arc narratif global qui fait qu'on suit le parcours distinct de ces tueurs jusqu'au moment où on peut facilement imaginer qu'ils vont se rencontrer. Alors je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'ils se rencontrent? Dans quelles conditions ils se rencontrent? Que se passe-t-il quand ils se rencontrent? Tout ça, je vous laisse le découvrir. Ce que je voudrais ajouter juste pour conclure, c'est que, eh bien, en fait, malgré cette violence du roman, on est quand même pris par cette histoire de tueur, vraiment. Et on est entraîné. On a vraiment le désir, surtout qu'il y a ces hypothèses de lecture qu'on pose au fur et à mesure, le désir d'en savoir plus. Et donc c'est un roman, si vous n'êtes pas trop sensible, si vous êtes habitué à ce genre de lecture, si le sang, les viscères, tout ça ne vous font pas trop peur, eh bien c'est un roman qui se lit très très bien. Et là encore, hein, une fois qu'on a commencé, on a envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages. Alors nous, en tant que lecteurs, nous adoptons le point de vue des tueurs, mais comment dire, il n'y a jamais, on est toujours, malgré tout, on reste un lecteur extérieur. On voit un peu comment fonctionnent les mécanismes de la pensée d'un tueur, du moins tels que les a imaginés Chrysanthème. Et oui, bon, c'est assez intéressant. Ne serait-ce que le fait de ce tueur Malone qui pense agir en fait de manière plutôt juste dans ses actes, et les autres qui agissent juste en fonction du moment, de l'occasion, du plaisir, voilà. Alors, encore une fois, je suis embêté parce que je crois que je vous ai donné le point de départ, mais je ne veux pas aller beaucoup plus loin pour ne pas trop non plus déflorer le sujet. Mais je vous conseille je vous conseillerais en fait les deux pour que vous ayez vraiment les deux points de vue, la victime et les tueurs. Et l'approche est totalement différente. Bon, je vais m'arrêter là sur Cavalier de l'Orage. Alors, il y en a donc encore d'autres qui sont prévus hein, dans cette série, qui devraient sortir bien en 2024, donc assez vite. Voilà, mais je vous en reparlerai. Pour l'instant, eh bien au suivant. Nouvelle acquisition qui vient du Frisson Festival, où il y avait l'auteur Daryl Delight. Et je l'ai rencontré, j'ai pu un peu discuter avec lui, je lui ai pris plusieurs ouvrages, dont Une nuit au funérarium que je vais commenter tout de suite, mais je lui ai également pris Amalia et plus gros pavé, La famille Nielsen. Alors pour ces deux albums, Amalia et Famille Nielsen, je ne les ai pas encore lus. Donc je vous en parlerai lorsque je les aurai lus. En tout cas, là pour le moment, je vous parle de Une nuit au funérarium. Et eh bien, c'est un recueil de nouvelles, mais c'est un très très bon recueil de nouvelles. Il y a 5 nouvelles. Elles sont toutes de très bonne qualité. Alors, Daryl Delight, c'est quelqu'un qui
qui ne s'embête pas de fioritures stylistiques. C'est quelqu'un qui est assez direct dans sa narration et qui est très précis dans ce qu'il décrit. Et donc on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur le suspense, la mise en tension, et pour chacune de ces nouvelles, on a une suite comme ça, une progression vers de plus en plus de plus en plus insupportable, de plus en plus difficile, de plus en plus tendu vers la fin. Alors je vous explique le principe de ce recueil de nouvelles. Donc recueil de nouvelles, j'ai oublié de préciser, comme je suis allé et que j'ai rencontré Daryl Delight directement au Frisson Festival, donc chacun des livres que je lui ai pris, il me l'a dédicacé. Alors bon, si vous voulez lire la dédicace, je vous mets ça 2 minutes et vous pourrez, par un arrêt sur image, lire plus en détail. Il m'a également offert une petite carte pour une nuit au funérarium. Donc voilà, quelqu'un de très très sympathique, très gentil. Revenons, revenons à une nuit au funérarium. Le principe est le suivant. Donc nous avons donc alors un thanatopracteur, je crois qu'on appelle ça, donc un thanatopracteur qui s'appelle Jasper, c'est-à-dire un croque-mort, et donc il nous accueille dans son funérarium à travers alors je ne sais pas si on peut dire personnage ou il accueille l'auteur, puisque en fait il va descendre dans la salle de préparation des Maccabées pour qu'ils deviennent présentables auprès de leurs proches ou des gens qui veulent passer, leur dire un dernier au revoir. Donc il va descendre dans la salle de préparation accompagné d'un ami qui s'appelle Daryl. Alors est-ce que c'est Daryl Delight ou est-ce que c'est un personnage qui s'appellerait lui aussi Daryl? Toujours est-il que, eh bien, de toute façon, nous sommes dans le monde des pseudonymes. Donc, qu'on dise personnage ou personne réelle, dans la fiction, ça revient un peu à la même chose. Nous sommes dans la fiction. Donc, ce thanatopracteur, ce croque-mort, invite donc Daryl à l'accompagner dans la salle de préparation des Maccabées, et pour, donc il va y en avoir 5, donc pour 5 nouvelles, ça correspond aux 5 nouvelles, et donc pour chacune des nouvelles, en fait, il nous présente eh bien, le mort, et il va raconter finalement comment, eh bien, comment ce mort est arrivé à la morgue. Et donc sa vie, ses derniers instants de vie. Donc chacune des nouvelles, à partir d'un mort qui nous est présenté par Jasper, et bien chacune des nouvelles raconte un peu l'histoire des derniers moments de la vie de ce mort. Et Daryl, qui est là à la fois en auditeur, en observateur, est censé être celui qui va mettre chacune de ces histoires par écrit. Bon, alors, nous ne sommes pas vraiment dans le registre fantastique, mais plutôt dans le registre, alors on a envie de dire thriller. Oui, ça peut relever du thriller. En tout cas, nous avons là un auteur qui sait vraiment amener le lecteur à être sous tension, à attendre, à vouloir absolument connaître la fin. C'est un très très bon narrateur de suspense, Daryl Delight. Il sait bien amener les choses, faire grimper la tension progressivement. Et alors, en le lisant, j'ai pensé à une série que vous connaissez peut-être, assez ancienne, hein, puisqu'elle date des années 70. Ouais, 70, mais enfin, il y a eu une douzaine de saisons et ça a duré jusqu'au début donc, du 21e siècle, je crois 2003 ou 2005, je ne sais plus. Donc cette série, qui a eu 12 ou 13 saisons,
Donc ça s'appelle Colombo. Colombo est un inspecteur de police, un lieutenant de police, et donc qui très très doué, qui va réussir à chaque fois, à chaque épisode, à confondre évidemment le coupable. Alors, la série a ceci d'original, si vous ne la connaissez pas, hein, c'est une série classique, c'est qu'elle commence, il y a une sorte de pré-générique, de long pré-générique qui raconte le meurtre, comment il est organisé, comment il est commis, et donc dès le début, le téléspectateur connaît le meurtrier. Et tout l'intérêt, ce n'est pas de confondre le meurtrier, mais c'est plutôt de suivre l'enquête et la progression de ce lieutenant Colombo et de voir comment il arrive à confondre le criminel ou la criminelle, puisque de toute façon nous savons déjà qui c'est depuis le début. Eh bien, j'ai retrouvé un peu cette idée dans ce recueil de nouvelles, puisque chacun des personnages en fait est un cadavre au début, puisqu'on commence dans la salle de préparation du funérarium, donc chacun est un cadavre, et on va nous raconter eh bien, comment ils sont passés de l'état d'être vivant à l'état de Maccabée. Et c'est très bien. Alors j'ai une petite... alors c'est pas une réserve, c'est un avertissement pour certains ou certaines d'entre vous qui seraient arachnophobes, qui ont peur des araignées. Vous avez une nouvelle, c'est la quatrième, alors je vais vous donner son titre si je l'ai noté, oui. Bestiole indésirable. Donc bestiole indésirable, si vous avez peur des araignées, eh bien je vous conseille de passer cette nouvelle, de ne pas la lire, puisque là c'est une nouvelle eh bien, qui met en scène des araignées et qui est assez terrible. Et surtout, à travers le personnage, on traverse toutes les craintes des gens qui ont peur des araignées et des gens qui ont une peur pathologique des araignées. Donc on peut imaginer par exemple que la nuit, donc le personnage a du mal à dormir parce qu'il est obsédé par l'idée qu'une araignée pourrait grimper sur son lit, sur son visage, tout ça, sans qu'il ne s'en rende compte. Bon. Enfin, si vous craignez les araignées, passez cette nouvelle, qui est pourtant très très intéressante. Et elle est d'autant plus intéressante que c'est la nouvelle qui fait le lien. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, ce que je vais tout de suite régler, c'est qui fait le lien entre un être réel, enfin un animal réel qui est un chat. D'ailleurs, le livre est dédié à ce chat. Vous avez au tout début une dédicace ici à Khéops, donc un ami qui repose au fond du jardin. Et Khéops, c'est un chat. Alors, dans la quatrième nouvelle, donc Bestiole indésirable, eh bien, vous avez donc ce chat, Khéops, qui est avec le personnage et qui, au cours de cette nouvelle, va se retrouver dans le funérarium. Et en fait, bien, dans cette nouvelle, on voit d'où vient ce chat, comment il intègre le funérarium et comment il devient un compagnon du thanatopracteur, donc Jasper, qui est là. Et le chat est là, donc un chat noir, Khéops. Et c'est clairement énoncé à un moment donné, et c'est repris à la fin du recueil, donc on sait clairement que, eh bien, que l'auteur a voulu garder, en mettant le chat dans la couverture, en le faisant aussi, en lui faisant jouer un rôle dans l'une des nouvelles, en expliquant comment il devient aussi eh bien, le compagnon de Jasper. Et donc cet animal a beaucoup compté, d'ailleurs il le dit, hein, a beaucoup compté pour Daryl pendant la rédaction
de ce recueil de nouvelles. Alors, ce recueil a été publié en 2020 et je crois que c'est son premier texte publié. Depuis, il en a publié d'autres, donc que je vous ai montré tout à l'heure, et encore d'autres, je crois. Mais bon, je les lirai plus tard. Voilà pour Daryl Delight. Franchement, c'était un excellent conteur de nouvelles. Et franchement, bon, je m'étais dit, je vais lire une nouvelle par jour, il y en a 5, ça fera 5 jours, et comme ça je prends mon temps. Et en fait, à la lecture, j'ai tellement été pris tout de suite dès la première nouvelle, qui est excellente comme les autres, donc j'en ai finalement lu 2 par jour, et en 2-3 jours, donc j'avais plié l'affaire. Et j'ai hâte de me plonger dans d'autres écrits de cet auteur, Daryl Delight. Bon, voilà, je pourrais vous parler peut-être des nouvelles, mais je préfère là encore, comme je vous l'ai déjà dit, je préfère là encore vous laisser découvrir chacune de ces nouvelles, ne rien vous en dire sur l'histoire elle-même, mais plutôt vous dire que eh bien, aucune des nouvelles n'est à jeter. Elles sont toutes très bien. On s'arrête là. Jusqu'à la prochaine.